Bonjour, bonjour à tous et merci d'être inscrit et de participer à ce webinaire. C'est un peu une conférence particulière, hein, c'est des formats allez, confinement ou post-confinement, mais en tout cas, ça permet d'avoir des experts de l'allergie avec une thématique qui est vraiment d'actualité. On en parlait à l'instant avec la carte de France qui est vraiment rouge, hein, la carte météo des allergènes, notamment des graminées. Donc le thème, c'est allergie, surtout ne pas les négliger en période de Covid, et on va voir qu'en période de coronavirus, il y a des allergies parfois concomitantes, parfois on ne sait pas trop en termes de symptômes faire la différence, et tout l'objectif de ce séminaire. Et merci à vous de vous y être inscrits, et merci à nos deux experts d'être présents. Professeur Alain Didier de Toulouse, qui est chef de service de pneumologie et allergologie à Toulouse, au centre hospitalier L'Arrêt, et le docteur Isabelle Bossé, qui est médecin allergologue, présidente du syndicat français des allergologues, et qui nous font l'honneur d'être présents sur ce webinaire. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on peut un peu aux quatre coins de la France, puisque Isabelle est à La Rochelle. Ça permet d'avoir les meilleurs sur le sujet, et puis comme ça on est tous ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse passer 45 minutes, 50 minutes ensemble avec une partie. C'est pas un cours, hein, c'est pas un cours magistral. L'idée, c'est que chacun, aussi bien le professeur Didier que le docteur Bossé, on puisse faire un peu le tour, aussi bien l'état des lieux du Covid, du retard de soins qu'il y a eu, et je vous ferai juste une petite introduction pour vous montrer combien c'est important de ne pas négliger ces soins, et en particulier ces allergies. On rentrera ensuite dans le vif du détail et du sujet avec les allergies, les risques, et notamment les risques si on néglige son allergie. C'est pas banal une allergie, et je crois qu'on a tous tendance à dire oh, c'est pas grave, c'est un rhume des foins, et donc on verra pourquoi c'est important de se faire diagnostiquer, de se traiter, de ne pas arrêter son traitement, et puis parce qu'il y a des solutions qui existent tout simplement. Et puis donc pour tous les internautes qui sont avec nous de ce webinaire de Doctissimo, en partenariat avec Stallergen, de nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas. L'idée, pour que ça soit fluide, vous posez vos questions, vous les tapez là sur votre écran, et nous on y répondra. Donc vous marquez au fur et à mesure de la conférence. N'hésitez pas, vous marquez vos questions. Elles apparaissent, je les compile, et après on les pose à la fin et avec nos experts. Donc vraiment l'idée, c'est que ça soit très très interactif. Je voulais juste revenir sur le contexte un peu de ce Covid, et faire, alors non pas on va appeler ça un état des lieux, mais l'idée, c'est vraiment de dire que pendant la période de coronavirus, il y a eu énormément de retard aux soins. Pour des pathologies graves, hein, pour les cancers, on voit qu'il y a le président de la Ligue notamment qui a lancé l'alerte en disant ne négligez pas le dépistage des cancers, ne négligez pas le retard de soins, etc. Mais pour des pathologies autres, en pneumologie, en allergologie, il y a eu beaucoup de retard de diagnostic, beaucoup de retard de soins. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des pertes de chance, ça veut dire qu'il y a des complications évitables qui auraient pu être évitées et qui ne l'ont pas été. Et que cette notion de perte de chance, elle est vraiment fondamentale, et surtout fondamentale à rattraper. Et quand on a intitulé ce séminaire, surtout ne pas négliger en période de coronavirus, c'est surtout pour rassurer un peu tout le monde, pour vous dire, et Isabelle Bossé nous en parlera, le professeur Alain Didier aussi, qu'à l'hôpital, en cabinet de ville, que tous les professionnels de santé se sont mobilisés pour pouvoir accueillir les patients en toute sécurité. Parce qu'il y a eu, en fait, si les gens n'ont pas consulté, c'est parce que les gens ont eu peur, et on peut comprendre, hein, avec tout ce qu'on entendait un peu partout. Il y a eu beaucoup de croyances en disant je risque d'être contaminé à l'hôpital, je risque d'être contaminé chez mon médecin. Donc il y a des solutions qui ont été mises en place. Après, l'autre question, c'est est-ce que finalement il y avait des risques qui étaient réels ou des risques un peu fantasmés? Alors l'allergie, on sait que l'allergie n'est pas un facteur de risque en soi de développer le Covid ou le coronavirus en forme grave. On sait que les facteurs de risque maintenant ils commencent à être bien identifiés, hein. C'est l'hypertension artérielle, c'est les diabétiques, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les asthmatiques très sévères, mais pas les allergies en tant que telles, et en tout cas les allergiques avec des formes mineures ne sont pas des gens plus à risque de faire un Covid. En revanche, ils sont à risque d'avoir une allergie qui va s'aggraver. Et donc tout l'enjeu, c'est justement, c'est pas parce que c'est le Covid, il faut négliger son allergie, parce que si on n'organise pas le parcours de soins, et on va en parler dans quelques minutes, cette pathologie fréquente risque de s'aggraver. Et vraiment, ce message-là, il est fondamental, et c'est pour ça qu'on a demandé au docteur Bossé et au professeur Didier d'être présents. Alors justement, je parlais du parcours de soins. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire ce parcours de soins, comment vous, en libéral, et vous êtes allergologue à La Rochelle, vous l'avez organisé, et puis au titre du syndicat aussi, vous êtes président du syndicat des allergologues, comment les allergologues se sont organisés pour accueillir les patients en toute sécurité?
Alors, on a bien évidemment fermé pratiquement tous nos cabinets pendant la période de confinement, puisqu'on nous avait demandé de ne répondre qu'aux urgences. Les urgences, on pouvait très bien les gérer, sauf urgence vitale, mais on en a peu, heureusement, en allergologie. Les urgences, on pouvait les gérer en téléconsultation. Donc, on a pratiquement tous fait beaucoup de téléconsultations pendant la période de confinement. Et avant le déconfinement, on a donné des conseils qui ont été établis avec l'aide de gens qui font de la sécurité sanitaire, qui nous ont donné un certain nombre d'éléments dont certains étaient déjà bien connus des médecins et du public. Et donc, on a mis en place toutes les mesures, à savoir un seul patient dans la salle d'attente, un seul accompagnant avec un enfant ou une personne en situation de handicap, éventuellement des plexiglas de protection, des masques pour les patients, masques pour les médecins évidemment, des gants, de la désinfection systématique des plans qui auraient pu être contaminés, bureaux, chaises, lits divans d'examen, etc. Donc, on a absolument tout mis en place pour aération, j'oubliais, aération entre chaque patient, et on a évidemment espacé les rendez-vous, ce qui a eu un petit peu l'inconvénient de décaler encore un peu plus les délais d'attente, mais qui au moins assure la sécurité des personnes qui viennent dans nos cabinets de façon régulière par leur médecin traitant et ou par un spécialiste de l'asthme. Les rhinites sont un petit peu plus négligées, on va dire, parce que effectivement, se présentant dans les formes les plus simples, voilà, le nez qui coule, 3 éternuements. Alors effectivement, ça nécessite pas forcément le recours à un spécialiste. Quand on a une semaine où on est un petit peu gêné par une allergie au printemps, on peut très bien aller voir son pharmacien pour avoir un petit traitement, son médecin généraliste qui va tout à fait gérer le problème. Les patients qui devraient avoir recours à un bilan allergologique, éventuellement à un traitement spécifique, sont les patients qu'on appelle modérés, voire sévères, qui ont vraiment des gènes qui sont longues, qui dépassent plusieurs semaines dans l'année, avec des symptômes qui sont extrêmement sévères, voire très gênants pour la vie quotidienne, empêchant de bien travailler, d'aller à l'école, même si l'école en ce moment c'est un petit peu à la maison. Ce sont des patients qui sont vraiment gênés au niveau du sommeil, au niveau de la concentration. Toutes ces patients-là qui ont une altération vraiment importante de leur qualité de vie méritent effectivement d'avoir un bilan allergologique et une thérapeutique adaptée. En attendant le retour du docteur Kierzek, on peut peut-être prendre une des questions des participants. Je vous propose celle-ci. Donc, il y a Fatima qui nous demande, elle habite à Paris et elle demande quels horaires vous pourriez lui conseiller pour sortir pour prendre l'air. Elle voit que les graminées au long du canal Saint-Martin sont plutôt entre 8h30 et après 20h le soir quand il fait très chaud et ça la décourage un petit peu. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner? Vas-y Alain, si tu veux. C'est vrai que la situation est un peu particulière parce que comme l'a constaté cette participante, pendant la période du Covid, il n'y a pas eu d'entretien des fossés, il n'y a pas eu d'entretien des bords de route, etc. Donc il y a actuellement, comme le disait d'ailleurs en commençant Isabelle, une production de graminées qui est très très importante. Donc effectivement, les jours où il fait très beau et a fortiori les jours où il y a du vent, il va y avoir une quantité très importante de pollen dans l'air qui peuvent gêner les allergiques. Donc ma recommandation, c'est quand même plutôt le matin où il y en a probablement moins, alors qu'ensuite, pendant la journée, avec la chaleur qui augmente, il va y en avoir davantage, surtout s'il y a du vent. Donc la recommandation, c'est plutôt de sortir le matin si on doit sortir et faire une activité physique, a fortiori, plutôt que en plein milieu d'après-midi ou le soir où avec la chaleur, il y aura eu beaucoup de production de pollen. Voilà, mais c'est vrai qu'on vit actuellement une période pollinique compliquée parce que c'est la période maximale déjà d'habitude, mais qu'en plus il n'y a pas eu, notamment dans les villes, aux abords des villes, de fauchage de toutes ces mauvaises herbes qui produisent les pollens. Isabelle, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, complètement. Juste, c'est vrai que depuis quelques années, on assiste pour des raisons écologiques à des fauchages tardifs de graminées. Mais qui sont quand même faits à un moment suffisamment avant que ça
pollinisent beaucoup, et cette année, ça n'a pas été du tout fait, d'autant plus qu'à l'intérieur des villes, normalement, les pelouses sont quand même tondues, des parterres, des ronds-points, etc., sont tondues régulièrement, et cette année, en tout cas, je pense que ça a été partout pareil, mais à La Rochelle, il n'y a pas eu du tout de tonte, et on a vu des graminées qui faisaient 70 cm de hauteur jusqu'à la semaine dernière, donc ça a dû être un facteur effectivement aggravant du phénomène. Merci beaucoup pour votre réponse. On enchaîne avec une autre question. On a Brigitte qui nous demande si l'on a un terrain allergique, a-t-on plus de risques d'avoir des complications en contractant le Covid-19 ? Je te laisse répondre, Alain, parce que des Covid, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, je comptais parler de l'asthme, mais effectivement, il ne semble pas que l'allergie en soi, quand elle est traitée, je dis bien quand elle est traitée et maîtrisée, soit un facteur de risque d'avoir le Covid plus que quelqu'un qui n'aurait pas d'allergie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si malheureusement on attrape le Covid, eh bien les symptômes peuvent être amplifiés puisque d'une manière générale, l'allergique réagit ou surréagit à toute stimulation inflammatoire, et le Covid, lorsqu'il touche le nez en particulier, en est une. La situation est un peu différente pour l'asthme. Mais on peut dire que ce n'est pas un facteur de risque d'avoir plus de risque d'avoir le Covid, mais contre la symptomatologie va être amplifiée et peut-être plus durable aussi au niveau notamment de la sphère nasale. Donc il faut se protéger comme tout le monde doit actuellement se protéger dans les lieux publics. Merci beaucoup pour ce retour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat qui est ouvert pour qu'on puisse ensuite les transmettre à nos experts. On a Florence qui nous dit que son fils est allergique au pollen. Il frotte son nez, a les yeux qui brûlent et le soir il siffle. Elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider. Je pense que effectivement le fait qu'il siffle on t'entend plus non plus. Laisse à penser qu'il y a probablement là tu m'entends ? Ça va, ouais, ça va revenu. Oui, donc c'est tout à fait classique après une période de rhinite de voir apparaître un asthme sur un terrain allergique. Donc ce qu'on peut conseiller, c'est qu'effectivement elle consulte un allergologue qui va faire un bilan de ses allergies et qui pourra également mesurer son souffle, confirmer ou pas cette présence d'asthme, et à ce moment-là prescrire un traitement adapté. La ventoline, c'est très bien, c'est cité là dans le verbatim, mais ce n'est qu'un traitement de secours. Peut-être que cet enfant il a besoin d'un traitement au long cours pour passer la saison tranquille. Est-ce que vous m'avez récupéré ? Ah, ben voilà. Oui, je suis allé faire un petit tour. Non, mais du coup, je suis passé sur ma connexion portable parce que la connexion téléphone marchait pas bien. Moi, j'ai pris un peu, j'ai vu que vous aviez repris la main pour poser les questions. Est-ce que vous avez abordé les risques d'une allergie qui est négligée ? Qu'est-ce qu'on risque si on néglige ces éternuements et les difficultés respiratoires quand je siffle un peu ? Est-ce que vous avez abordé ce sujet-là ? Alain vient d'en parler là, à propos d'une question d'une maman sur son fils qui avait les nez qui grattent, les yeux qui brûlent et qui sifflait le soir, qui effectivement la complication la plus courante et la plus importante de la rhinite allergique négligée, c'est l'évolution vers de l'asthme allergique. Et alors, ça peut apparaître aussi de façon relativement rapide, hein. On peut très bien ne pas avoir négligé pendant des années une rhinite allergique et seulement 1 an ou 2 et être asthmatique, voire même être asthmatique dès la première année de rhinite au pollen, par exemple. Et donc, effectivement, c'est une pathologie qu'il faut prendre en compte dès qu'on siffle, dès qu'on a des symptômes d'asthme. Il faut vraiment consulter. Il suffit pas de prendre, comme le disait à l'instant Alain, juste de la ventoline en secours. C'est bien pour se soulager, mais il faut des traitements de fond pour aider à passer la période de pollen qui est difficile. À quel moment on va voir qui d'abord ? On va voir son médecin généraliste, on peut aller voir directement l'allergologue, comment ça se passe ? Alors, normalement, le parcours de soins impose que le patient soit allé voir son médecin généraliste et qu'il soit adressé à l'allergologue ou au pneumo-allergologue par son médecin généraliste. Déjà pour être remboursé.
Déjà, pour être dans le parcours de soins et pour être mieux remboursé. Ensuite, parce que le médecin généraliste a quand même un rôle important à jouer, c'est celui de faire la différence entre un rhume banal et une rhinite qui peut être allergique, entre une bronchite qui siffle un petit peu en hiver et un asthme installé. Donc, c'est lui qui va faire en fonction de sa connaissance du patient, de son environnement, des antécédents, de la famille, etc., qui va être la bonne personne pour faire le tri, entre guillemets, entre les patients qui ont besoin d'un bilan allergologique et ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, c'est vraiment important qu'ils passent par leur médecin généraliste. Et puis notamment pour les gens qui sont nouvellement allergiques. Si vous avez une allergie de l'année dernière, on peut reconnaître un peu les symptômes, mais cette année, il y a peut-être plus de ce qu'on appelle des néo-allergiques, c'est ça, des gens nouvellement allergiques parce qu'il y a beaucoup de pollen en ce moment? Alors tous les ans, il y a des nouveaux allergiques, en particulier au pollen, mais aussi aux acariens, aux poils de chat, enfin des tas de choses. La saison pollinique est quand même une période très propice au développement des allergies et forcément tous les ans, il y a des nouveaux allergiques au pollen qui ne l'ont jamais été jusqu'à présent et quel que soit leur âge. Je crois que j'ai vu passer une question tout à l'heure, est-ce qu'on peut être allergique à tout âge? Quasiment à tout âge, oui, de la petite enfance jusqu'à un âge adulte, même un peu avancé, on peut déclencher des symptômes allergiques, même si la majorité des patients allergiques le sont plus dans l'adolescence et chez l'adulte jeune. Mais on a tous âges, on voit maintenant des enfants de 6-7 ans qui sont très allergiques au pollen, alors que, je dirais, il y a 20 ans, on n'en voyait pas. Ils étaient allergiques un peu plus tard. Et on peut aussi voir des personnes de 60, 65 ans qui deviennent allergiques au pollen alors qu'ils n'ont jamais été avant. Dans le bilan allergologique dont vous parliez, comment ça se passe chez l'allergologue? C'est des tests sous quelle forme? Et puis après, j'imagine qu'il y a des tests plus respiratoires quand il s'agit d'asthme. Déjà, les premiers tests, Isabelle, c'est quoi? Alors, donc, on fait une enquête déjà très importante par l'interrogatoire du patient. Pour nous, ça a un intérêt complètement primordial parce qu'on a d'abord ses symptômes, on a ses antécédents, tout l'environnement dans lequel il vit, puisque les allergies sont des maladies environnementales. Donc, on a besoin d'avoir tout un tas d'éléments qui vont nous orienter. Ensuite, on fait des tests cutanés. Alors, les tests cutanés, c'est pas du tout quelque chose de douloureux. Ça, c'est relativement rapide. On met des petites gouttes d'extrait allergénique, de chat, de pollen de graminées, de bouleau. Sur l'avant-bras, c'est ça? Sur les avant-bras et avec une petite pointe, soit en plastique, soit en métal, légèrement un petit peu incisive. On fait un tout petit pic si on veut. Voilà, tout petit trou dans la peau, ça saigne pas et on laisse ça comme ça pendant quelques minutes et au bout de 10 à 20 minutes, on obtient les résultats, à savoir si on est allergique à quelque chose. Il se produit une petite cloque avec une rougeur autour, ça démange beaucoup en général et ça ressemble un petit peu à une piqûre d'ortie et donc ça nous permet de déterminer quels sont les allergènes qui sont en cause et au-delà de ça, si on a besoin, par exemple, si on veut faire une thérapeutique de désensibilisation, on peut aussi faire des dosages dans le sang. Donc, on fait une petite prise de sang, donc une petite piqûre aussi qui fait pas mal non plus, et on obtient des dosages d'anticorps spécifiques d'un allergène, du bouleau, du chat, des graminées, et ça nous permet ensuite d'orienter notre traitement de désensibilisation en fonction de tous ces éléments que l'on aura recueillis. Là, attention, on parle bien de tests spécifiques de prise de sang d'anticorps. On ne parle pas des intolérances, parce qu'il y a plein de tests comme ça, de labo sur les intolérances, c'est pas pareil. Non, pas du tout. Ce sont des anticorps spécifiques, des dosages d'immunoglobuline de type E qui sont spécifiques d'un allergène et même d'un composant d'un allergène. Donc, c'est vraiment très, très, très précis, très fiable, très spécifique. Et les tests d'intolérance, on peut le rappeler, ça ne sert pas à grand-chose. Globalement, on ne sait pas trop comment les interpréter. Non, pas à grand-chose. On va même dire et donc, quand ça descend sur les poumons, entre guillemets, c'est-à-dire quand on siffle, quand on a l'impression qu'on a du mal à expirer l'air, à souffler l'air, que l'asthme, c'est ça, on a du mal à sortir l'air comme si les bronches sont fermées. Là, c'est le rôle d'Alain Didier et du pneumologue, c'est ça, pour faire des épreuves fonctionnelles respiratoires, pour aller faire d'autres tests?
Bien sûr, alors comme pour ce que vient de dire Isabelle, il y a aussi quand même un temps d'interrogatoire pour s'assurer que les symptômes correspondent bien à l'asthme. C'est ce que vous avez dit, hein, c'est souvent de l'essoufflement. Ça peut être de la toux aussi, ça peut être une toux récurrente qui peut être associée à l'asthme. Et donc là, effectivement, le point clé pour le pneumologue, en dehors de l'examen clinique, de l'interrogatoire, ça va être de réaliser ces épreuves fonctionnelles respiratoires qui peuvent être une spirométrie, une plethysmographie, enfin ce sont des examens relativement simples à effectuer où on va finalement mesurer les capacités respiratoires et mesurer aussi les débits. Parce que ce qui se passe dans l'asthme, c'est un rétrécissement des bronches et donc quand vous mesurez le souffle, vous allez voir que ces bronches sont rétrécies et que quand on donne certains médicaments, elles ont tendance à se rouvrir, à laisser de nouveau passer l'air. D'ailleurs, les sifflements vont s'arrêter, voilà. C'est ça exactement. Et c'est ça qui, voilà, c'est comme un tuyau. Et donc c'est ça qui va confirmer l'asthme et permettre surtout de donner un traitement adapté à cette situation. Très bien. Ah ben justement, on peut peut-être parler un peu des traitements, hein, parce qu'on a parlé du diagnostic, et puis après, il y a beaucoup de questions, donc on reprendra les questions à la volée. En termes de traitement, donc comment ça se passe? L'asthme, allez, on va partir du plus grave, et puis on ira vers le moins grave. On va inverser un peu. Didier, Alain, sur l'asthme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a le traitement à la fois de l'asthme, et puis le traitement de l'allergie. Exactement ça. Il y a vraiment les deux choses. D'abord, vous venez de dire l'asthme grave, etc. Il y a des asthmes qui sont sévères et ceux-là, évidemment, on s'en occupera de façon très très précise et qui ont des risques d'être hospitalisés, etc. Il y a des asthmes moins sévères, mais qui quand même gâchent la vie parce qu'on ne peut plus faire de sport, on sort en tousse, etc. Donc tous ces asthmes qui sont très très symptomatiques vont nécessiter ce qu'on appelle un traitement de fond, qui généralement dans ce traitement de fond comporte par voie inhalée la prise d'un traitement qui contient des corticoïdes. Tous les jours. Voilà. En psychique, tous les jours. À toute petite dose. L'idée étant que, en apportant les corticoïdes directement dans les bronches, on donne de toutes petites doses et qu'on n'a pas ou très peu d'effets secondaires et que par contre on a un grand bénéfice et une grande efficacité. Puis alors à côté de ce traitement, dites-moi Alain, on a parlé de corticoïdes, mais les corticoïdes, on n'a pas dit que c'était contre-indiqué dans le Covid en début de coronavirus. Ça, c'était effectivement un grand problème, c'est qu'au début du coronavirus, il y a eu des messages qui sont répandus disant si vous prenez des corticoïdes, c'est dangereux, ça va favoriser des formes graves. Et effectivement, ces messages ont été très mal interprétés et ont conduit à certains incidents ou accidents puisqu'on a privé des malades asthmatiques de leur traitement de fond dans certains cas où ils l'ont arrêté parce qu'ils avaient entendu ces messages et donc du coup ils ont déclenché des crises d'asthme et qui dit déclencher des crises d'asthme a pu faire croire que c'était le Covid alors que ça ne l'était pas, d'où une certaine confusion. Et le pire, c'est que quand on a une crise d'asthme sévère, il faut donner des corticoïdes par voie générale et que du fait du message ambiant qui était ne prenez pas de corticoïdes, certains patients se sont vus même refuser par des médecins l'administration de corticoïdes, ce qui bien sûr était une erreur. Donc il faut maintenant rétablir. Continuez. Voilà, il ne faut pas arrêter votre traitement de fond par corticoïdes inhalés. Et si vous avez besoin de corticoïdes pour une crise, parce que cette crise est sévère ou parce qu'elle est très gênante, il ne faut pas se priver de prendre des corticoïdes par voie générale, même en période de Covid. Donc voilà, ça, c'est le traitement de fond de la maladie asthmatique. Après, sur l'allergie, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur l'asthme allergique, composante allergique. Alors, de toute façon, à côté du traitement de fond, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a aussi le traitement de secours. Hein. C'est pas parce qu'on prend un traitement de fond que, à l'occasion d'une situation inopinée, je suis allergique au chat, je rencontre un chat alors que j'en ai pas chez moi, je vais être gêné. Il faut que je puisse avoir un traitement de secours qui est le salbutamol ou la ventoline, puisque ce nom est maintenant tout à fait vulgarisé. Et ça permet de passer la crise et ensuite de se trouver mieux. Alors après, si l'asthme est allergique, là, bien sûr, il va y avoir des mesures particulières dont Isabelle parlera mieux que moi, qui peuvent être de faire attention à éviter les allergènes. On a commencé déjà à en parler un petit peu tout à l'heure avec une participante qui était allergique au pollen, hein, où là c'est parfois le plus compliqué. Mais si on est allergique aux acariens, il y a des mesures à prendre. Et puis, dans quelques cas, et Isabelle va en parler, on peut bénéficier de ce qu'on appelle une désensibilisation ou une immunothérapie allergénique qui va entraîner une protection de l'organisme contre l'allergie, alors que l'allergie est tout à fait le contraire. Hein. C'est une sensibilisation anormale vis-à-vis de certaines allergènes. Mais je pense qu'Isabelle peut compléter mon propos sur la désensibilisation. Isabelle?
Tout à fait. Alors donc les allergiques, on leur donne aussi quand même des traitements symptomatiques hein, pour les soulager dans un premier temps. Alors que ce soit des antihistaminiques en comprimé, en sirop pour les petits, des corticoïdes dans le nez également. Hein, c'est important pour déboucher le nez. Les médicaments anti-allergiques, d'ailleurs, il y en a qui sont sans ordonnance. Hein. Le pharmacien peut en donner, tout c'est ça, des antihistaminiques, des anti-allergiques. Tout à fait. On peut en trouver, et on peut avoir des boîtes de 7 comprimés en pharmacie sans ordonnance. Au-delà de 7 jours, normalement, il faut une ordonnance et il faut une prescription médicale. On donne donc des corticoïdes pour mettre dans le nez, qui ont le même principe que les corticoïdes pour les bronches, hein, qui diminuent l'inflammation au niveau des voies respiratoires hautes et qui permettent une meilleure respiration. Les patients qui ont aussi des conjonctivites, on en a vu beaucoup là avec les pollens ces dernières semaines. On peut leur donner aussi des collyres antihistaminiques ou corticoïdes pour les aider à passer ce cap difficile. Et donc, quand on arrive dans des situations où l'allergie est suffisamment gênante, suffisamment importante et invalidante, on peut proposer aux patients donc des immunothérapies allergéniques communément appelées désensibilisation. Donc ces désensibilisations, ce sont des traitements de fond. On détermine quel est le ou éventuellement les 2 allergènes maximum auxquels le patient est sensibilisé de manière majoritaire et on lui injecte pas puisque ça ne se fait plus en injection, mais ça se fait dans d'autres pays, mais pas en France. C'est sous la langue, c'est ça? Sous la langue, voilà. En sublingual, on lui met des petites gouttes sous la langue qu'il garde 2 minutes tous les jours, qu'il le recrache parce que souvent ça gratte un petit peu la gorge et ces traitements permettent, si vous voulez, une espèce d'accoutumance, appelons ça comme ça, du système immunitaire et ça lui permet de tolérer l'allergène quand il est de nouveau en contact avec l'allergène au moment du printemps. Alors pour le printemps, par exemple, on commence au mois de janvier ou un peu avant pour d'autres pollens, mais pour les graminées, on commence au mois de janvier. On prend ces petites doses tous les jours jusqu'au mois de juin-juillet, donc avant et pendant la saison des pollens, et ensuite on arrête pendant quelques mois et on reprend l'année d'après, sachant que une désensibilisation pour être efficace avec une durée sur le long terme, c'est entre 3 et 5 ans. Les bénéfices qu'on en retire sont souvent dès la première année, mais pour que ce soit un peu pérenne, il faut vraiment aller au bout du traitement et se dire que bon voilà, on est parti pour quelques années, mais de toute façon, si on fait rien, c'est pas pour la vie, mais presque. Donc on peut se dire que 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, finalement, c'est pas si long que ça. Et là, fallait pas l'arrêter pendant le Covid, évidemment. Pendant le coronavirus, on n'arrête pas son traitement, comme tous les traitements, comme disait Alain Didier, ni la cortisone, on n'arrête pas sans avis, et la désensibilisation non plus. J'ai une question là. Dans l'asthme bronchique isolé, les antihistaminiques ont-ils une place dans le traitement? Oui, il y a aussi les antihistaminiques. On traite l'asthme, mais on traite aussi l'allergie et les antihistaminiques, c'est ce qui est spécifique de la manifestation allergique, c'est ça? On traite la cause. Alors les antihistaminiques ont surtout une efficacité lorsqu'il y a une rhinite associée à l'asthme, parce que les antihistaminiques sur l'asthme bronchique pur ont finalement assez peu d'efficacité. Par contre, ce qui est très fréquent, voilà, c'est que la plupart des asthmatiques ont une symptomatologie au niveau du nez, et à plus forte raison quand c'est un asthme allergique. Donc là, il est assez logique de proposer un antihistaminique, effectivement, pour soulager les symptômes du nez. Et on pense qu'en soulageant les symptômes du nez, quelque part, on améliore aussi l'asthme qui est derrière. Mais l'antihistaminique lui-même a très peu d'action sur l'asthme directement. C'est une action indirecte. J'ai Linda qui nous demande, on va faire de toutes les questions, allez-y, n'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'il y a une relation entre l'allergie et la sinusite, justement? La sinusite, les sinus bouchés, le nez qui coule, les douleurs? Oui, il y a des sinusites allergiques, bien sûr. Ça fait partie des comorbidités associées à l'allergie. Alors, toutes les sinusites ne sont pas allergiques, hein, loin s'en faut, mais effectivement, la muqueuse nasale est en continuité avec la muqueuse des sinus. Et quand on a cette inflammation qui s'installe à cause de l'allergie, on a d'abord les structures internes des fosses nasales qui gonflent et qui donnent cette impression de nez bouché. Donc, on a le nez pris, voilà. Quand on a le nez pris, et cette inflammation peut se propager aux sinus maxillaires, voire aux sinus frontaux, ou à des sinus un petit peu plus profonds à la base du crâne, mais alors ça donne souvent plutôt des maux de tête, parce que ce sont pas des sinus, c'est une espèce de barre ici au niveau du front, ce sont pas des sinusites infectieuses qui donnent vraiment des douleurs maxillaires très très importantes. Qui pulsent comme ça et avec de la fièvre. Et ouais. Pas comme les sinusites infectieuses, non. Donc, il faut faire la part des choses, effectivement, entre une sinusite infectieuse ou une sinusite allergique, mais elle est dans la continuité de la rhinite, tout à fait. Très bien. Est-ce que l'allergie est héréditaire?
Oui, oui, il y a une forte composante génétique dans l'allergie, c'est-à-dire que le risque que vous soyez allergique augmente si vos parents sont allergiques, si dans votre fratrie, frères et sœurs, il y a des allergiques, etc. Vous avez un risque augmenté d'être allergique. Malheureusement, on ne connaît pas, il n'y a pas un seul gène qui est responsable de l'allergie. C'est une mosaïque de gènes, et donc il est assez difficile de faire une prédiction de risque, de sévérité notamment. On peut dire, oui, vous avez un risque d'avoir un enfant allergique, mais on ne peut pas prédire si cet enfant aura une rhinite, un eczéma ou un asthme, et a fortiori un asthme sévère. Ça, on ne sait pas encore bien le faire. Ça viendra peut-être, mais là, on touche à des domaines extrêmement sensibles. C'est ce qu'on appelle un terrain allergique ou un terrain atopique. De même, quand on a ce terrain allergique et qu'on est par exemple allergique au pollen, est-ce qu'on peut développer d'autres allergies, des allergies aux poils de chat, aux acariens en période de crise notamment? Bien sûr, oui. Isabelle. Oui, les allergiques ont malheureusement cette faculté à avoir un système immunitaire qui est hyper réactif, de façon pas anormale par rapport aux personnes lambda non allergiques. Et donc, la majorité des patients sont quand même des patients polysensibilisés. Alors, polysensibilisés, ça ne veut pas dire polyallergiques. Ça veut dire qu'ils ont une sensibilisation à un certain nombre d'allergènes. Donc, on va avoir des tests positifs, des anticorps qui vont être positifs. Après, il faut faire le lien de causalité entre l'allergène qui est positif dans le bilan et les symptômes. Si vous avez un test positif au poil de chat et que vous caressez des chats sans avoir de symptômes, c'est pas un problème. Mais effectivement, on a beaucoup plus de patients polysensibilisés que de patients dits monosensibilisés qui ont une seule et unique allergie. D'accord. Une question sur la grossesse. En cas de grossesse, est-ce qu'on doit arrêter la désensibilisation? Non. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des particularités des allergies respiratoires, des allergies chez la femme enceinte? Ça les augmente, ça les diminue? Qu'est-ce qu'on fait du traitement, justement? C'est plutôt pour Alain, ça, parce que je pense que c'est plutôt pour l'asthme sur l'asthme que ça joue. En tout cas, la désensibilisation, on l'arrête pas. Hein. Non. Alors, pour la désensibilisation, là, tout le monde est d'accord. Si la désensibilisation a démarré avant la grossesse, on n'arrête pas la désensibilisation pendant la grossesse. Il n'y a pas de risque vis-à-vis de l'enfant à naître pour la désensibilisation. Et pour ce qui est des traitements, c'était ça la question Oui, non, la question, c'est est-ce qu'il y a des particularités des allergies respiratoires chez la femme enceinte? Est-ce que ça peut les déclencher, ça les augmente, au contraire, ça les diminue? Alors, assez souvent, ça a plutôt tendance à améliorer parce que pendant la grossesse, il y a des perturbations hormonales et notamment une hypersécrétion de cortisol qui fait que ça a plutôt tendance à améliorer les choses. Mais pour des raisons qu'on s'explique mal, il y a quand même un certain nombre de femmes dont l'asthme va s'aggraver et c'est difficile à prédire, sauf quand elles ont déjà eu une grossesse et que ça s'est mal passé. Et là, on sait que ça va probablement se repasser de la même façon. Et puis, il y a une chose assez particulière chez la femme enceinte, c'est que très souvent, elles ont des problèmes de nez en fin de grossesse, vers les derniers mois, avec une hypertrophie muqueuse. Alors, c'est pas l'allergie, mais si on est déjà allergique, ça va renforcer l'obstruction nasale et ça peut devenir très, très désagréable en dernier trimestre de grossesse. Oui, c'est la peau à l'intérieur du nez qui est un peu gonflée, qui est un peu inflammatoire. C'est ça. Je crois que la question, j'avais entendu un petit peu la réponse, je crois, mais le recours au salbutamol seul, c'est-à-dire la ventoline seule, peut, en cas de crise d'asthme, régler le problème. Alors oui, ça peut régler le problème, mais il faut toujours aller voir quand on a de l'asthme et que ça siffle, il faut faire un bilan pour voir l'état des lieux, l'état des dégâts. Oui, il y avait quelqu'un qui posait une question très intéressante. Il dit, est-ce qu'en cas d'exacerbation, est-ce que la ventoline peut régler le problème? En fait, c'est assez marrant parce que finalement, si la ventoline règle le problème, ce n'est pas une exacerbation. Par contre, si la ventoline marche, mais que ça rechute quelques heures plus tard, c'est une exacerbation, c'est-à-dire que derrière, il y a un phénomène d'entretien de l'asthme et il va falloir passer sur un autre traitement de plus haut niveau. Donc, c'est vraiment une bonne question. Alors, c'est qui? C'est Andrea qui nous demande, est-ce qu'on arrive à retirer nos allergies respiratoires? Cela veut dire qu'on n'a plus d'asthme. C'est-à-dire que si on est asthmatique allergique et qu'on nous désensibilise, par exemple, ça veut dire qu'on ne fera pas d'asthme, en fait. Après, une fois que le problème allergique est réglé, si l'asthme était uniquement allergique, tout disparaît finalement. On traite le problème. Est-ce qu'on peut lui dire ça? C'est un tout petit peu plus compliqué. C'est logique de penser ça, évidemment. Oui. Mais le problème, c'est que quand
quand on est asthmatique, l'allergie est un facteur qui aggrave l'asthme. Mais même si vous enlevez l'allergie, vous gardez quand même votre terrain d'asthme. Donc, si vous rencontrez plus d'allergènes, effectivement, en théorie, vous n'aurez plus de manifestations asthmatiques, mais vous risquez d'avoir des manifestations asthmatiques dans des circonstances où il n'y a pas d'allergènes. Par exemple, les asthmatiques savent très bien que s'ils font du sport à l'extérieur, quand il fait froid et sec, ils ont plus de chances d'avoir de l'asthme. S'ils sont exposés à des fumées de tabac par exemple, ils vont avoir de l'asthme, même si c'est un asthme allergique et qu'il n'y a pas d'allergène. Donc du coup, cette question, bien sûr, est logique. On se dit, j'enlève tous les allergènes, j'ai un asthme allergique, j'en aurai plus d'asthme. C'est vrai et pas vrai à la fois. C'est-à-dire qu'on garde quand même ces bronches très sensible, et l'asthmatique d'une manière générale est un hypersensible au niveau des bronches, et donc il pourra réagir dans des situations d'agression bronchique qui sont pas que des allergènes, et c'est pour ça qu'on avait très peur que les asthmatiques confrontés au Covid fassent des formes graves, ce qui finalement ne s'est pas tellement vérifié. D'accord. J'ai une question de Nabal. Un enfant prédisposé à l'allergie qui est constamment enrhumé a-t-il des risques de développer des symptômes sévères au coronavirus? Je crois qu'on peut répondre non quand même. Déjà, les enfants n'étaient pas des patients sévères, sauf cas exceptionnels. Malheureusement, il y a eu quelques cas très sévères, mais avec des décès. Mais c'est très peu. Il y a eu une très faible proportion d'enfants dans les patients Covid symptomatiques et encore moins symptomatiques graves. Et allergiques ou pas, il y avait absolument aucune raison que les enfants allergiques soient plus sensibles au Covid. Okay. Les allergies, Anne nous demande, les allergies au pollen peuvent-elles conduire à des allergies aux aliments? Oui, c'est un terrain allergique, c'est ça, un terrain atopique, et on peut avoir des allergies croisées. Oui, alors ça de plus en plus fréquemment, on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'évolution de la symptomatologie allergique au moment du pollen. Il y a très longtemps qu'on connaît l'allergie croisée entre le bouleau et la pomme, par exemple, ou le bouleau et la noisette, puisqu'il y a des allergènes qui sont communs dans ce monde végétal entre le pollen qui est sur la plante et le fruit de cette plante. Donc le bouleau et le noisetier sont des arbres très très proches, et donc du coup ils ont les fruits et les pollens ont des allergènes communs, et ces manifestations allergiques se développent de façon extrêmement importante chez les adultes, essentiellement les adultes jeunes, qui développent pour certains une quasi-impossibilité de manger à peu près tous les fruits de l'été. Donc les abricots, les pêches, les brugnons, le melon, le concombre, la tomate, voilà, genre les poires, enfin bon, il y a quantité de fruits et légumes. Et alors, ça donne des symptômes qui sont pas sévères, qui sont pas des chocs anaphylactiques comme on peut voir avec l'œdème de Quincke, c'est ça. Voilà, c'est simplement, c'est très désagréable, mais c'est des démangeaisons au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, des petits gonflements des lèvres, mais c'est tellement désagréable qu'ils arrêtent d'eux-mêmes la consommation de tous ces fruits et parfois légumes. Et donc, du coup, ça pose un problème déjà d'équilibre alimentaire, puisque ces patients ne peuvent quasiment plus manger de fruits et de légumes, et sauf cuits. Et donc c'est désagréable quand on aime manger un bon grognon ou un bon abricot, de pas pouvoir en manger parce que ça craque. C'est quand même extrêmement énervant. Je vais vous demander de faire des réponses courtes pour qu'on puisse prendre toutes les questions. C'est Sonia qui nous demande, elle a été allergique aux acariens pendant 30 ans, elle a maintenant 40 ans, elle a plus de manifestations, plus de symptômes, elle a fait des tests et sur les tests, l'allergie est toujours visible mais elle a plus de symptômes. Comment ça se fait qu'elle ressent plus d'allergie? Ça c'est tout à fait possible. Le fait d'avoir des tests positifs ne veut pas dire qu'on a des manifestations allergiques, et il y a des symptômes qui sont importants. Voilà, c'est les symptômes. Et il y a des gens, soit parce que leur système immunitaire s'est modifié, soit parce qu'ils ont une désensibilisation, soit aussi malheureusement parce qu'ils ont un peu vieilli, qui peuvent avoir des symptômes qui ont changé. Donc c'est pas très étonnant, et c'est vraiment le travail de l'allergologue d'interpréter ces tests et ces résultats en fonction des symptômes cliniques pour dire oui, celui-là il est bien allergique. Non, là ce n'est que l'expression biologique ou cutanée d'une allergie, d'une sensibilisation qui n'a pas de sens clinique. D'accord. Que pensez-vous des bronchites asthmatiformes? Est-ce que ça existe? Alain?
À mon avis, non. C'est un terme qui cache le plus souvent de l'asthme et dont l'intérêt, c'est de cacher et de retarder le moment du diagnostic. Donc, je pense que alors, ça peut être vrai chez le tout petit enfant parce qu'on a peu de moyens de faire un diagnostic d'asthme chez le tout petit enfant, le nourrisson ou l'enfant avant 3 ans, etc. Mais d'une manière générale, c'est un terme qu'il vaut mieux éviter parce que ça a plutôt tendance à retarder le diagnostic d'asthme et donc la mise en place d'un traitement approprié et efficace. Donc, il vaut mieux aller voir un pneumologue et faire un vrai bilan. Et puis, quand on a l'étiquette du diagnostic asthme, c'est pas un drame non plus. Ça permet au contraire de mettre un traitement et de bien nommer les choses. Quel sport peut-on faire pour un enfant de 8 ans avec de nombreuses bronchites asthmatiformes, justement, et avec de nombreuses allergies? Quel sport? Alors, si l'asthme est équilibré. C'est ça. Moi, je pense que le sport chez un enfant de 8 ans, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il choisisse le sport qui lui plaît. Donc, si on lui impose un sport donné, ça risque de mal se passer. Donc, l'idée, c'est plutôt de stabiliser la maladie asthmatique ou l'asthme si il est diagnostiqué, et à ce moment-là, de lui permettre de faire le sport qu'il aime. Pratiquement tous les sports peuvent être réalisés par l'asthmatique. Il est évident qu'on évitera plutôt l'équitation où il va être soumis à de nouveaux allergènes qui peuvent le sensibiliser. On dit toujours que la plongée bouteille, c'est pas non plus très recommandé, mais à 8 ans, il peut faire autre chose, etc., etc. Mais d'une manière générale, quand l'enfant choisit de faire du sport, et c'est un moment important à 8 ans de décider de se mettre à faire du sport, etc., ça fait partie de l'hygiène de vie, il faut le laisser libre de choisir ce qu'il veut faire comme sport, et c'est important qu'à ce moment-là, il soit traité et pas gêné dans sa pratique sportive. Très bien. Est-ce que le port, rien à voir, mais est-ce que le port du masque protège des allergies, Isabelle? Alors, grande question. Oui, ça filtre. On n'est pas très habitué à porter des masques ici. A priori, ça filtre, en particulier les masques chirurgicaux. Après, les masques en tissu, on n'a pas vraiment de données très solides pour répondre à la question, mais les masques chirurgicaux filtrent. Mais je viens de lire 2 petits articles qui montrent que les pollens passent quand même par les côtés, quand il y a beaucoup de vent, des lunettes et des masques. Donc, comme les masques sont quand même un petit peu ouverts sur les côtés, il y a peut-être quand même une pénétration, mais a priori, ça empêche quand même, puisque c'est devant le nez, devant la bouche, ça empêche une grosse partie des pollens de passer. C'est certainement pas la solution contre les allergies, mais quand il y a des jours de grosse pollinisation, pourquoi pas se faire s'aider d'un masque pour essayer d'être un petit peu moins gêné. Il faudrait faire des études, à vrai dire, pour savoir si réellement ça aide ou pas. Alors moi, quand je porte un masque, au bout de 2-3 heures, je me mets à avoir la gorge qui gratte et je me mets à tousser. Je suis allergique au masque? Non. Alors, non, c'est pas une allergie au masque, mais il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Et en fait, on s'est aperçu que quand on porte le masque plusieurs heures, le masque a tendance à se déliter un petit peu et à créer des petites particules qu'on respire, qui sont des particules de tissu, hein, c'est pas de l'allergie, et ça crée une irritation et de la toux. Et nous à l'hôpital, on était tous avec mes collaborateurs à constater les premiers jours où on mettait le masque de façon vraiment régulière, on toussait, on était gêné. Après, avec le temps, on s'y est habitué, mais c'est lié à ce délitement du masque au fil du temps. Donc la recommandation, c'est quand même de le changer, le masque, au bout de quelques heures de port, pour éviter ce phénomène. Question traitement. Je ne supporte pas les antihistaminiques car elles me provoquent des maux de tête. Existe-t-il des solutions naturelles? Et est-ce que ça donne des maux de tête? Alors, c'est pas un effet indésirable très fréquent des antihistaminiques. Les antihistaminiques sont plus connus pour donner une somnolence pour les plus anciens d'entre eux. Après, des effets indésirables chez un individu particulier, ça peut toujours se trouver. Alors, des solutions naturelles pour remplacer les antihistaminiques, moi, j'en connais pas. Éventuellement, les antihistaminiques locaux pour mettre dans le nez et éventuellement dans les yeux, mais ça n'aura un effet que local et peut-être pas aussi important que l'antihistaminique par voie générale. L'homéopathie, il y a une place pour juste une rhinite allergique simple? Ça vaut le coup d'aller voir un médecin homéopathe et d'essayer finalement? Pas de contre-indication. Bon, ok. Pas d'indication, pas de contre-indication. Non, mais à la limite. Toujours dans les effets indésirables, la ventoline me fait de la tachycardie. Que dois-je faire? Oui. Ça, c'est un effet secondaire classique de la ventoline. La tachycardie, ça fait les palpitations. Hein.
Palpitations, et voilà, le cœur qui tape, et ça en fait d'autant plus qu'on n'en prend pas beaucoup, ce qui est plutôt bon signe, parce que quand on est habitué à en prendre beaucoup, finalement, on se désensibilise entre guillemets à la ventoline. En fait, ce que ça veut dire simplement, c'est que il faut en prendre le moins possible, et pour en prendre le moins possible, il faut avoir un traitement de fond bien adapté. Donc, si on a un traitement de fond bien adapté, normalement la prise de ventoline va devenir plus rare, et donc on sera un peu moins gêné par ces symptômes. Mais sinon, c'est lié au mode d'action de la ventoline, c'est un petit peu finalement inévitable. Simplement, il y a des gens qui le ressentent très douloureusement et d'autres moins. Voilà. Très bien. Comment bien se protéger des graminées en ce moment? Nez tout le temps bouché. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des lavages des fosses nasales? Qu'est-ce qu'on fait? On n'aère pas? Alors oui, on peut laver le nez. Hein. Laver le nez, ça enlève déjà bonne partie des allergènes. Donc ça, c'est plutôt bien. Plutôt avec des quantités importantes, des volumes importants d'eau avec du sel ou même de l'eau, du sérum physiologique tout simple. Les toutes petites pulvérisations de spray qu'on a l'habitude de trouver en pharmacie ont des volumes qui sont pas assez importants pour laver vraiment les fosses nasales. Donc il faut y aller à grande eau, si j'ose dire. On se lave les cheveux le soir. Avant d'aller se coucher, on ferme ses fenêtres. Enfin, en tout cas, on se déshabille pas dans sa chambre? Non, on se déshabille dans la salle de bain. Oui, parce qu'il y a du pollen sur les vêtements, c'est ça. Et si j'enlève ma chemise ou ma veste dans la chambre, ça va essaimer partout dans la chambre et je vais être en contact toute la nuit, c'est ça? Voilà, on va en rajouter un petit peu. Alors, dans les cheveux, c'est pareil. On essaye d'aérer tôt le matin, tard le soir. Parce que, comme disait Alain tout à l'heure, à la période où il fait beau et chaud en pleine journée, c'est là où il y a la plus grosse pollinisation. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on ferme les fenêtres de la voiture, on met des filtres à pollen sur les climatisations. Voilà, ce sont des petits moyens, ça aide un petit peu, mais ça résout pas la totalité des soucis. D'accord. On nous demande, mon pneumologue m'a diagnostiqué de l'asthme et ma prise de sang me dit que j'ai quasiment toutes les allergies respiratoires. Alors, est-ce que c'est important d'aller voir un allergologue en plus du pneumologue? Oui, je pense, oui. Parce que c'est deux spécialités différentes. Hein. Ce sont deux spécialités différentes mais complémentaires qui doivent travailler ensemble. Et je pense que là, si vraiment ce participant est inquiet parce qu'il sa prise de sang révèle toutes ses alors je vais dire soi-disant allergies, parce que en fait c'est l'allergologue qui va dire à quoi vous êtes réellement allergique en utilisant l'interrogatoire dont parlait Isabelle tout à l'heure et en utilisant éventuellement les tests cutanés, etc. Et donc tout ça va permettre de mieux cibler ce qui vraiment a de l'importance ou pas. Donc oui, là dans ce domaine-là, l'allergologue va faire son travail et va permettre de proposer à ce participant des conseils avisés ou un traitement adapté à ses allergies. Jean nous demande comment faire pour les traitements inhalés, donc les pseudocytes, traitements de fond, n'irritent pas les muqueuses de la bouche, même si on se gargarise systématiquement. Ça assèche, ça irrite. Oui, alors c'est vrai que c'est un effet secondaire qui peut arriver et qui arrive d'autant mieux qu'on ne comprend pas très bien le spray ou le dispositif d'inhalation. Donc il faut bien vérifier qu'on le fait bien, ou le faire vérifier par exemple par le pharmacien ou par le médecin. Et ça veut dire quoi le faire bien? Comment le faire bien, c'est-à-dire il faut, si c'est un spray par exemple, il faut vraiment déclencher le spray en même temps qu'on inspire. Sinon, s'il y a un petit décalage, il y a un dépôt qui va se faire préférentiellement dans la bouche et qui va favoriser ces irritations. Donc il faut coordonner sa main avec sa respiration, voilà. C'est ça. Voilà. C'est pas toujours facile. Donc des fois, il faut savoir changer de système, en parler avec son médecin ou son pharmacien, changer de système. Et puis, il faut bien sûr, comme le dit d'ailleurs le participant, se rincer la bouche soigneusement, notamment après la prise des médicaments qui contiennent des corticoïdes inhalés. Et puis, essayer d'utiliser ceux qui sont le plus faiblement dosés pour équilibrer son asthme. Voilà un petit peu les conseils qu'on peut donner. Mais c'est vrai que pour certains patients, ça peut être des fois compliqué. Amédée qui nous demande, les allergies peuvent-elles créer des tensions nerveuses ou musculaires? J'en ai pas connaissance. Mais... Alors des tensions, je comprends la question dans le sens où ça peut créer des tensions nerveuses, c'est-à-dire quand on est sans arrêt en train d'éternuer ou qu'on a mal dormi, on a passé une mauvaise nuit, ça, effectivement, ça tape sur le système. Et puis même musculaire, ce qui peut être un facteur de signe de gravité de la maladie asthmatique quand on a du mal et que les muscles tirent, parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'air. Oui, alors là, oui, c'est effectivement un signe. Si c'est lié à ça, c'est le signe d'un asthme qui est vraiment déséquilibré et pour lequel il faut consulter. Mais dans ce cas-là, ça donne quand même des symptômes douloureux, thoraciques, musculaires, et pas des signes généraux quand même. Enfin, je pense.
Et la tension nerveuse, bah oui, au bout d'un moment, quand on a le nez complètement pris, peut-être la sinusite allergique, des salves d'éternuement, on est sur une espèce de cercle vicieux. Alors après, est-ce qu'un stress psychologique, par exemple, peut déclencher une allergie, l'aggraver? Alors, un stress psychologique peut déclencher une crise d'asthme chez quelqu'un qui a un asthme allergique. Oui, on sait que le stress est un facteur de déclenchement des crises d'asthme. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que des fois, la crise d'asthme ou l'exacerbation va apparaître plusieurs heures après le stress. C'est pas j'ai un stress maintenant et je vais faire une crise d'asthme tout de suite. Ça peut apparaître quelques jours plus tard et on fait pas toujours le lien. Mais oui, ça fait partie des facteurs déclenchants, pas de l'asthme lui-même, mais d'une crise chez quelqu'un qui est asthmatique. Pourquoi? Parce que ça joue sur l'inflammation, c'est ça, des tuyaux, des bronches? Sur l'inflammation, très probablement sur le tonus sympathique qui joue sur le calibre des bronches dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont... Système nerveux qui ferme les tuyaux. Laetitia qui nous demande: le traitement de fond que je prends pour mon asthme génère toujours comme effet secondaire du mucus dans les bronches qui me gêne et qui me fait tousser. Est-ce que c'est normal? Alors ça peut être lié au fait que paradoxalement, le médicament ouvrant les bronches favorise l'émission de mucus qui sinon y resterait. Donc du coup, c'est plutôt une incitation à prendre plus régulièrement le traitement ou voire peut-être à augmenter les doses pour favoriser une expectoration ou une fluidification des sécrétions, ce qui fait qu'après, elle n'aura plus cet inconvénient qui apparaît brutalement après la prise du médicament. Très bien. Bon, écoutez, il est 19h29, donc ça fait quasiment une heure et qu'on est ensemble. Je crois qu'on va pouvoir... allez, dernière question, et puis après, on va clôturer. Asthme d'effort, ça existe pas? Oui, ça existe, bien sûr. Oui, ça existe. Il y a plusieurs types d'asthme d'effort. Il y a l'asthme d'effort qui, en fait, est le reflet d'un asthme mal contrôlé. Donc ça, c'est connu et ça va s'améliorer avec le traitement de fond. Et puis il y a aussi l'asthme de l'athlète. Donc il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'asthme, mais qui, faisant des efforts très intenses, donc vont déclencher de la toux et un bronchospasme. Et ça, c'est assez particulier. Et ça se prend en charge de façon un petit peu différente avec des techniques d'échauffement, de réchauffement de l'air, etc. Mais oui, ça existe. Professeur Alain Didier, docteur Isabelle Bossé, mille merci. Merci à tous nos internautes qui étaient avec nous aussi. Peut-être est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, l'association RGO et allergies respiratoires. RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. Tout ça, c'est l'importance de faire le diagnostic. C'est-à-dire, parfois, on dit on est allergique parce qu'on tousse, et puis en fait, c'est peut-être un reflux gastro-œsophagien, notamment si c'est une toux nocturne quand on est allongé, c'est ça? Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, d'aller voir son médecin traitant qui va ensuite orienter vers le pneumologue ou l'allergologue. Ou le gastro-entérologue. Ou le gastro-entérologue. Ou même le cardiologue, parce que quand on parle d'asthme d'effort aussi, parfois on a des asthmes, on a l'impression que ça vient des poumons et en fait ça vient du cœur. Donc je crois qu'on est tous d'accord pour dire il faut pas négliger ces symptômes-là. C'est pas normal d'avoir ces toux-là, d'avoir ces difficultés respiratoires et peut-être d'aller voir le premier interlocuteur qui est le médecin traitant, le médecin généraliste dans la logique du parcours, c'est ça? Complètement. C'est lui qui va être à même d'orienter son patient vers le bon spécialiste. Et ça c'est vraiment très très important parce qu'après, quand on voit des patients qui font le tour, qui vont d'abord chez le gastro, puis chez le cardio, etc., alors qu'ils n'en avaient pas besoin, s'ils avaient été vraiment bien dès le départ, voilà, ça aurait été plus simple et plus rapide. Allez, cette fois, c'est vraiment la dernière parce qu'elle est totalement d'actualité. Je suis pour l'instant en télétravail, j'ai un asthme déséquilibré, puis-je reprendre mon travail? Je suis professeur des écoles. Alors, si l'asthme est déséquilibré, c'est une question qu'on a souvent. Si l'asthme est bien équilibré, il n'y a aucun problème, on peut reprendre son travail avec les mesures de protection habituelles. Par contre, si l'asthme n'est pas équilibré, effectivement, là, ce n'est pas conseillé. C'est la même chose pour les asthmes sévères. Il vaut mieux donc équilibrer l'asthme, bien sûr, et puis attendre un petit peu que la période à risque de Covid soit vraiment terminée pour reprendre le travail. Mais pour les asthmes équilibrés, il n'y a aucun problème. Et donc, c'est un arrêt de travail. Là, pour le coup, c'est un arrêt de travail qui est justifié, fait par le médecin. Maintien en télétravail. Oui. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, merci à tous les deux, professeur Alain Didier, docteur Isabelle Bossé, allergologue, pneumologue, pour ce séminaire. Merci à Doctissimo et à Stallergen. Et puis moi, je vous retrouve dans 15 minutes à 19h45 sur téléphone. Il y a Gilles Boulot qui m'appelle, là, je vais y aller. Et on va en parler un peu, on va parler des allergies, tiens, comme ça, tous ceux qui n'ont pas pu assister au webinar. Allez, à bientôt, merci à tous. Merci Gérard, au revoir à tous les internautes, merci de votre attention. Merci.